L'intelligence artificielle ne flotte pas dans un nuage éthéré. Elle repose sur des câbles, des data centers, des processeurs et des volontés politiques. Face aux géants américains et à la puissance chinoise, l'Europe joue sa survie technologique. Est-ce qu'on a les moyens de notre souveraineté ou sommes-nous condamnés à la dépendance? Infrastructure, IA de confiance, talent. Pour bâtir ce plan de bataille européen, on accueille Lise Briouet, directrice de la recherche du groupe Orange, et Jamal Latif, professeur de classe exceptionnelle en informatique, vice-président recherche et innovation de l'Institut Polytechnique de Paris, pour un échange de haute tenue avec Clément Pétraud, directeur adjoint de la rédaction du Point, et le tout sous vos applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Merci, cher Boris, merci beaucoup. Je vous propose à tous les deux de commencer par une question franche, qui sera la même pour chacun de vous deux. On voit aujourd'hui la puissance de feu de Google, d'OpenAI, de DeepSeek. On parle beaucoup d'autonomie stratégique en IA pour nous, mais est-ce que c'est un projet réaliste ou une chimère? Dites-nous, Lise Briouet. Merci de ce baptême du feu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ravie d'être avec vous pour cet échange en fin de journée. On a compris que les débats avaient déjà été assez nourris et que vous étiez bien entraînés. Alors, en fait, vous pointez d'abord une question qui est limitée à l'IA générative, puisque les marques que vous citez sont sur un domaine très particulier. Moi, j'aurais envie de prendre un peu de hauteur et parler plutôt de l'intelligence artificielle et de la cyber en règle générale et de nos capacités de recherche en France, en Europe, et de comment justement ça nous positionne par rapport à ces batailles qui sont très médiatisées, mais qui finalement sont peut-être un peu court-termistes parfois. On a la chance aujourd'hui d'avoir un socle technologique sur l'industrie des télécoms, en tout cas, qui est héritière d'une énorme tradition de recherche, qui a plus de 2 décades sous le pied de recherche en intelligence artificielle et en cyber. Et justement, on a une forme de résilience, j'ai envie de dire, de long terme, de vision long terme, qui nous permet peut-être de ne pas céder à une forme de panique quand on voit des modèles comme cela débarquer. On va en reparler, mais en matière d'IA, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que c'est bien utile d'avoir un modèle à 3 milliards de paramètres et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est plutôt ça qui nous questionnerait sur la soutenabilité. Très bien, donc il ne faut pas désespérer, si je résume. Et vous, Jamal Latif, vous en pensez quoi? Je suis assez d'accord en réalité, mais je pense qu'on va être d'accord sur beaucoup de points. Effectivement, il y a, pardon du terme, il y a le buzz médiatique. Il y a effectivement, quand on parle d'IA, souvent on la réduit à l'IA générative. Il faut rappeler que l'IA, c'est un domaine protéiforme. Il y a différents aspects d'IA, en réalité, qui irriguent tout ce qui est usage en ce moment, mais pas que. Il y a des applications critiques. En IA, j'imagine qu'Orange utilise l'IA sur bien des aspects et pas que la relation client. L'IA générative est très utile là-dessus. Cela étant, je ne vais pas éviter la question. Est-ce qu'on est en perte d'autonomie stratégique? C'est un terme que j'aime bien par rapport à souveraineté, qui a eu du mal à être défini. Et donc, pour répondre à cette question, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'IA, on parle souvent, il y a une confusion entre la science sous-jacente, la technologie et le produit. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT ou Mistral ou autre, vous avez un produit entre les mains. D'accord ? Ce produit, il a pu advenir parce qu'à un moment, il y a la science qui a donné lieu à une technologie. Un petit moment technique. Bon, la science de l'IA, elle est là depuis les années 50. Elle a changé de nature parce qu'aujourd'hui, elle est davantage fondée sur les données, les mathématiques, les statistiques. Moi, je suis entre les maths et l'info, enfin bon, peu importe. Mais quand on utilise ChatGPT, c'est un produit qui a été construit parce qu'il y a eu la science, il y a eu la technologie, c'est les fameux transformers. Et puis, il y a des investissements en data center et d'immenses masses de données. Et donc, quand vous me posez moi la question, est-ce qu'on prend l'eau? Sur la science, la réponse est non. On maîtrise le fond scientifique. Moi, je suis à l'Institut Polytechnique de Paris. On a 6 grandes écoles de la recherche de très haut niveau. Quand je vais voir mes collègues à Télécom Paris, je ne dis pas juste parce que le directeur de Télécom me surveille, mais enfin, c'est une réalité. Oui. Non, mais on mène ces recherches-là depuis des années, des dizaines d'années. Et donc, on est en train de préparer dans nos laboratoires ce qui va être l'IA de demain, qu'on espérera plus frugal, J'aimerais bien arriver à un mot qu'on pousse dans le domaine, c'est l'IA optimale. Celle qui n'utiliserait que la donnée nécessaire et la capacité de calcul nécessaire. Donc, pour sortir
de cette dualité entre les grands modèles, et nous on prend l'eau, et finalement on va prendre une voie un peu du pauvre, pardon d'être banal, qui est l'IA de confiance ou autre. Non, il faut qu'on prépare dans nos laboratoires ce qui est l'IA de demain, avec un terme qui est important, et ça rejoint ce que dit Lise, il y a la notion de robustesse. La robustesse, il faut la penser dans tout domaine, et en IA, la notion de robustesse est importante parce que c'est celle qui assure la soutenabilité. On va y revenir sur l'IA de robustesse, mais par exemple, les supercalculateurs, on voit qu'il y a des clusters de 100 000 processeurs qui ont été développés, notamment dans la Silicon Valley. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les mêmes moyens? Et si on n'a pas les mêmes moyens, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, je vais rebondir sur quelque chose que vient de dire Jamal et que j'aime beaucoup, qui est on n'est absolument pas en retard sur la science, du tout. Et justement, le fait d'avoir au sein de certaines entreprises, et on fait ce pont entre la recherche fondamentale, académique, et puis la relation avec la recherche qu'on peut avoir chez un industriel, on a aujourd'hui les moyens d'une certaine forme de souveraineté parce qu'on a conservé des investissements de recherche significatifs, très importants, qui nous permettent de nous construire un vrai libre arbitre dans la façon dont on fait nos choix technologiques, parce qu'on a justement cette capacité, cette expertise scientifique, et donc on a du répondant. On n'est pas à la merci de devoir se fier à tel ou tel fournisseur. On a une vraie capacité de libre arbitre que l'on se construit justement dans cette façon de rejoindre des creusets de recherche de très haut niveau. Donc ça, c'est très rassurant. Et ça donne de la confiance. Et donc, si on revient à votre question... sur le plan de l'infrastructure, oui, mais justement, vous parlez justement de nouveau de ces infrastructures qui, certes, sont extrêmement fascinantes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'IA générative qui occupe le devant de la scène, parce que c'est fascinant ce qui se passe. Et nous tous, nous travaillons dessus, bien sûr. Mais comme ça a été rappelé, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe que seule l'intelligence artificielle générative. On a aujourd'hui des architectures techniques qui reposent sur des capacités techniques qui sont beaucoup moins onéreuses, beaucoup moins coûteuses, qui sont plus soutenables et qui, du coup, aussi nourrissent de façon plus favorable une forme de souveraineté. Parce que c'est une capacité à combiner les efforts dans le temps, et puis aussi à prendre en considération un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes économiques, des contraintes sociétales, des contraintes aussi d'adaptation au changement climatique. Et donc, il y a un effet de buzz qui est fascinant aussi d'un point de vue scientifique. Mais puisque la question, elle est, est-ce qu'on a les moyens de notre résistance et de notre souveraineté? Alors, on doit prendre beaucoup plus de recul et ne pas se laisser enfermer dans une question qui serait beaucoup trop restrictive, scientifiquement d'ailleurs. Vous voulez réagir, oui, allez-y. La première des souverainetés, c'est la maîtrise de la connaissance. Donc là, il faut mener cette bataille, que la science soit au meilleur niveau. Parce que si on perd la connaissance qui irrigue ces modèles-là, là, on aura perdu la bataille. Sur l'autre volet, il faut des investissements colossaux. Et donc ça, Orange fait sa part dans des domaines, et on a de la chance d'avoir en France un acteur comme Orange. Mais quand on regarde la profondeur du marché américain ou chinois, en Europe, on est en retard. La profondeur d'investissement n'est pas la même. Quand on parle des capitaux risques à 1000 milliards de dollars, c'est pas dans la culture. Bon, on pourrait se poser la question de l'épargne en France, qu'est-ce qu'on en fait? Mais enfin, là, il faut d'abord se poser la question à la bonne échelle. L'IA, c'est qui change, si on peut prendre un peu de hauteur, c'est deux dimensions. La notion d'échelle, on travaille à des échelles jamais vues jusqu'à présent, et des nouvelles échelles temporelles, une cadence folle. D'accord? C'est ce qui change. Du coup, ça change aussi notre rapport à l'évolution même, notre rapport à l'autre, notre rapport à la connaissance. Et donc, la question, du coup, il faut la poser aussi à la bonne échelle, et la bonne échelle, elle est européenne, avec des freins, surtout sur la profondeur d'investissement, pour, si on veut, ne pas perdre la bataille de l'IA générative. Il faut l'expliciter. De l'IA générative. Il y a une question qui est quand même intéressante. On voit, notamment aux États-Unis, que tous les grands acteurs sont en train de racheter des centrales, sont en train de développer. Il y a une question énergétique qui est extrêmement prégnante. Est-ce qu'on va être obligé de construire des nouvelles centrales pour faire tourner les grands modèles, ou est-ce qu'on peut espérer là-dessus optimiser finalement les choses et arriver à des modèles un peu plus raisonnables, ou je ne sais plus quel était votre terme exact, optimaux, voilà, optimal. Est-ce que vous pouvez avoir dessiné une perspective là-dessus, ou est-ce qu'il va falloir de toute façon investir?
D'abord, en ce moment surtout, il faut se méfier de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je sors de mon rôle, mais bon, on est dans une course au plus grand, course à... Enfin, bon, donc, il faut quand même que la science regarde de près. Il faut que nous, scientifiques, on se dit, est-ce que l'avenir est au grand modèle? Il faut être humble avec les grands modèles. Donc, moi, je trouve que j'ai encore un peu de temps où je travaille un peu sur le domaine. Il nous fascine parce qu'il nous pose de nouvelles problématiques. D'accord? On ne s'y attendait pas. Donc, pendant 20 ans, j'ai enseigné à mes collègues qu'un modèle ne doit pas juste recracher les données qu'il a vues, sans des techniques surapprend. Aujourd'hui, on leur apprend autre chose. Oui, il y a besoin de beaucoup de paramètres parce que ça nous met dans des dynamiques jamais vues jusqu'à présent. On oublie d'ailleurs ma phrase qu'il faut retenir, c'est juste ça ouvre des perspectives mathématiques inédites jusqu'à présent. Il faut le reconnaître, il y a de la recherche à faire là-dedans. Donc on ne peut pas juste se dire on les balaye. Mais par contre, ce qu'on apprend, c'est que tout en étant dans ces dynamiques jamais vues, on peut faire plus optimal. Maintenant, comment je connecte la recherche à ce qui se passe aux États-Unis? C'est juste de la prudence. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis sur cette course-là, elle n'est pas confortée par de la connaissance scientifique, parce qu'on est, pardon, je vais être trivial, on est en train de patauger quand on travaille sur ces très grands modèles, encore d'un point de vue mathématique. Il faut être humble. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste suivre. Il faut prendre un temps, regarder de très près, avant d'investir des 1000 milliards comme le veut notre ami Altman. Vous voulez réagir ou... Oui, parce que quand même, ce sont des questions qui appellent tellement de réponses. D'abord, aussi un peu de granularité. Je ne sais pas s'il faut systématiquement opposer des approches continentales. Parce que d'abord, pour réussir, et on l'a vu dans le domaine des télécoms, on a besoin de socles communs qui dépassent la question de la frontière continentale. Donc on a besoin de créer des socles, des standards, des normes. C'est aussi une forme de leadership technologique. C'est aussi une forme de souveraineté. Alors, parlons-en. C'est aussi la question de la confiance et de la régulation. On voit que les telcos sont extrêmement régulés, les GAFAM un peu moins, par ailleurs. Est-ce que la promesse, finalement, de données qui soient protégées par le RGPD est une vraie promesse qui permet de gagner la confiance, ou est-ce que c'est juste un obstacle parce qu'au fond, on sait que les modèles sont quand même moins performants quand ils sont très encadrés, y compris par des normes type RGPD? Alors oui et non, je vais revenir sur la question, sur la remarque que faisait Jamal sur l'intelligence artificielle optimale. C'est vrai qu'on peut utiliser responsable, frugal. D'abord, aujourd'hui, on a les moyens de générer des données synthétiques qui sont quand même extrêmement intéressantes pour faire de l'apprentissage. On a des modèles d'intelligence artificielle qui sont dits frugaux et qui font qu'on est capable d'avoir des modèles apprenants avec assez peu de données. On a fait ça notamment sur des langages africains qui sont peu dotés en termes de corpus d'apprentissage. On est aussi là dans une logique de responsabilité parce que c'est des modèles qui sont plus accessibles, ils sont moins coûteux. Donc là encore, on a une notion de résilience. Donc finalement, on a peut-être parfois plus de contraintes de réglementation, mais elles sont aussi des opportunités pour être créatifs, faire un peu différemment, et puis aussi se poser les bonnes questions. Pour revenir à ce que vous disiez sur les grands modèles tout à l'heure et leur soutenabilité, aujourd'hui, si on exclut la question de la fusion nucléaire, par exemple, on sait que les data centers consommeront de l'ordre de 60% de la production d'énergie mondiale à l'horizon 2030. C'est clair que ça n'est donc pas soutenable. Donc ça laisse quand même beaucoup de champs à ce qu'on peut faire dans d'autres registres d'intelligence artificielle qui, eux, auront à ce moment-là plus de place. Jamal Latifi, vous parliez d'IA optimale. C'est quoi l'IA de confiance? Qu'est-ce qui fait qu'une IA mérite un label de confiance, finalement? Oui, alors, c'est un vocable, oui. C'est un vocable qu'on a vu un peu apparaître, parfois par opposition, on va dire, aux grands modèles de langue ou à des... Il faut garder en tête, ce sont des données qui sont construites à partir d'immenses masses de données. Et ces données peuvent être de nature privée. Et en plus, ce sont des modèles dont on contrôle peu le résultat. Et par ailleurs, ce sont des modèles qui sont facilement falsifiables. C'est assez intéressant, donc c'est pour ça que je parlais de robustesse. Aujourd'hui, on construit un modèle de reconnaissance d'image. Admettons qu'on va mettre ce modèle-là dans la voiture... admettons pas autonome, mais à forte autonomie, qui va vous reconnaître les panneaux routiers et qui, s'il voit un panneau stop, aujourd'hui on a des algorithmes de reconnaissance d'image
qui reconnaissent que c'est un panneau stop avec une confiance de 99%. Alors, donc je peux le faire, hein, je peux aller prendre ce panneau, je mets un petit sticker là-dessus. Nous, humains, on va toujours reconnaître que c'est un panneau stop, sauf que l'algorithme ne va pas reconnaître comme stop, je vais le tromper, d'accord, et il va reconnaître ça comme, bon, soyons un élément de décoration à gauche ou autre. Donc, du coup, ce sont des modèles qui ne sont pas robustes, qui sont attaquables, on parle d'attaque adverse, qui peuvent aussi être attaqués, vu qu'ils ont été entraînés sur des données privées, ben, je peux construire des attaques pour savoir si telle personne a été dans le modèle, et je peux aller au-delà, aller très loin, hein, savoir quelles sont les préférences politiques, sexuelles et autres. Donc je peux faire des attaques d'appartenance. Donc tout ça, ce sont en fait des carences du modèle qui posent les problématiques de confiance dans l'usage. Donc quand on va parler d'IA de confiance, est-ce qu'on peut construire des IA qui peuvent préserver la vie privée? Est-ce que je peux construire des IA qui soient robustes aux attaques? On met ça dans le vocable cybersécurité, attaque en appartenance de vie privée, attaque sur la reconstruction, si vos données sont dedans, attaque sur les manipulations. Et donc tout ça, bah ça englobe, et d'autres d'ailleurs, ça englobe ce qu'on appelle l'IA de confiance. Alors, on peut traiter tout ça dans un même cadre, mais il faut accepter, donc ça, là la science peut parler, je peux construire des modèles qui soient robustes, mais il faut accepter quand même de perdre un petit peu en performance du modèle. D'accord? Donc ça, c'est des recherches qu'on a avancées à IP Paris et ailleurs, de trouver ces mathématiques, comme dirait l'autre. Donc c'est un résultat, bah, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Si je rajoute une contrainte, bah, j'accepte de l'autre côté de perdre un peu d'efficacité. Donc quelque part, c'est un choix de société. Par ailleurs, dans la confiance, on peut mettre les questions d'équité. Quand je prends un modèle qui fait des générations d'images, bon, est-ce qu'il me fait des générations que d'un seul génotype ou pas? Bon, parfois d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi Google, ils ont été très loin et donc finalement on s'est retrouvé avec des nazis de toutes couleurs, pour le dire comme ça. Donc il y a un équilibre. Mais voilà, donc tout ça on peut le traiter. Les recherches sont très riches sur ces sujets-là, mais on arrive à des résultats qui spécifient, bah, si je veux être robuste, si je veux intégrer de la confiance, mathématiquement, bah, il faut accepter de perdre. Et là, c'est un choix de société que l'on fait ensemble. Il y a aussi la notion dont vous avez parlé, qui est la notion d'explicabilité, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a beaucoup d'IA, par exemple dans les diagnostics médicaux, qui vont produire des résultats sans qu'on comprenne vraiment exactement, ou qu'on soit exactement capable de reconstituer le chemin qui a mené à cette conclusion. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une si faible explicabilité des modèles dans des usages extrêmement professionnels où la vie, parfois, de centaines de milliers de personnes est en jeu ? C'est là où on a une question de choix industriel. Alors, en recherche, ça fait des années qu'on travaille sur Explainable AI, faire en sorte qu'il y ait des points de contrôle humains sur l'ensemble de l'algorithmie pour qu'on puisse à chaque fois pouvoir auditer, regarder et puis contrôler toutes les hallucinations et autres, puisqu'il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et puis après, il y a le temps de l'exécution ou de la mise en service. Qu'est-ce que l'on s'autorise ou pas à faire? Donc, en termes de confiance, c'est vrai que c'est un mot qui parfois est un peu banalisé ou galvaudé. On a été très tôt, nous, à la manœuvre, pour mettre en place un conseil de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Et donc, on passe en revue avec un conseil externe l'ensemble de nos cas d'usage en matière d'intelligence artificielle et on vérifie si ça semble acceptable, notamment d'un point de vue de l'emploi humain. Ça, c'est quelque chose que l'on fait en recherche. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, pivoter sur nos outils technologiques en fonction de ce que l'on veut livrer comme type de service à nos clients ou à nos partenaires. Donc, en fait, on ne subit pas l'intelligence artificielle. C'est vraiment la résultante d'une connaissance, d'un travail de recherche et après d'une question de mise en œuvre opérationnelle. Il n'y a pas de fatalité. Après, qu'est-ce que veut dire la confiance et comment on construit la confiance? Dans la table ronde qui nous précédait, on a entendu ce monsieur à la fin dire finalement c'est une question de modèle en couche pour revenir au bon télécom de base. Il faut commencer par éduquer le grand public pour qu'il soit plus vigilant, qu'il acquiert des automatismes. Et puis après, il y a les entreprises qui doivent elles aussi se doter, puis les grands opérateurs. C'est exactement ça. Alors nous, en tant qu'opérateurs, on peut aider nos clients
par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui préviennent, etc. Mais c'est vraiment une question de combinatoire. C'est pour ça que c'est pas, bien sûr, c'est plus percutant de vouloir opposer les choses, mais c'est souvent des combinatoires qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous faisiez des battles d'IA dans vos labos et que vous aviez développé des protocoles pour demander à l'IA de prouver qu'elle n'était pas un robot, qu'on avait une sorte d'inversion des niveaux de sécurité. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui est en développement en ce moment dans vos labos ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'ont mis au point nos chercheurs en changeant complètement de paradigme, puisque quand on se connecte à tout un tas de sites internet, on est tous habitués à jouer avec des puzzles ou à essayer de reconnaître des vélos ou des bouches d'incendie pour prouver démontrer que nous ne sommes pas des machines. Mais finalement, on a pris le contre-pied, nos chercheurs ont pris le contre-pied en se disant mais non, on va demander aux machines de prouver qu'elles sont humaines. Et donc on a complètement inversé ce paradigme. Et donc, on a créé un petit calculateur qui se met en entrée des sites et qui donc ne va pas du tout requérir ces types de puzzles, puisqu'en fait, c'est aux machines et en toile de fond qu'on va demander ce travail-là et qu'on va essayer de déjouer en fait une connexion par des robots. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi toute la maïotique qu'on doit créer entre le schéma aussi cognitif de nos clients et les capacités scientifiques, techniques de l'IA. C'est aussi une question de cognition, parce qu'on est tous parfois très tentés d'appuyer sur un lien ou un email, alors qu'on sait que potentiellement il a une mauvaise tête. Donc en fait, ça n'est pas qu'une question purement technologique, en fait, et dans cet apprentissage de comment on se prémunit des risques liés à l'IA, il y a encore beaucoup à faire en matière de recherche. Jamel Latif, j'aimerais qu'on parle un peu de cybersécurité. On voit que l'IA décuple les capacités d'attaque. Est-ce que vous formez vos étudiants à la guerre algorithmique ou est-ce que c'est encore un peu abstrait, un peu tabou ? Alors, je ne sais pas ce que vous mettez derrière la guerre. On peut avoir des attaques. Des attaques, type, oui. Bon, évidemment, donc on forme nos étudiants. Nous n'avons pas que des amis. Oui, nous n'avons pas que des amis, certes. Essayons d'en garder quelques-uns quand même. Donc, non, évidemment, dans nos écoles, ils sont formés à la cyber, à Télécom Paris, c'est presque dans l'ADN, c'est très lié aux technologies de l'information, donc les questions de cybersécurité, dès lors on communique de l'information, les attaques sont là, et c'est pas nouveau. Évidemment, à Télécom Sud Paris, il y a toute une orientation autour de ces questions-là, à Polytechnique. Enfin bon, donc on a même une formation jointe avec une école privée EPITA qui est très spécialisée sur ces questions-là. Donc on forme et on construit une stratégie à l'échelle d'IP Paris autour de la cybersécurité. On est un institut qui, dans son ADN, il y a les questions de souveraineté, de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Donc on prépare un plan cybersécurité sur le volet recherche et sur le volet formation, évidemment. Et il faut aussi qu'on joue notre rôle de véhicule vers le grand public pour expliquer les enjeux. Maintenant, s'agissant de l'IA, je l'ai dit tout à l'heure, l'IA, c'est des échelles inédites en espace et en temps. Donc ça augmente les surfaces d'attaque. Évidemment, l'IA, ça a été, en fait, j'ai entendu tout à l'heure dans le discours, dans les discussions, évidemment, l'IA peut être utilisée pour se défendre, mais évidemment, donc pas forcément que de l'IA générative, mais l'IA est aujourd'hui utilisée pour attaquer. Et on va le voir, et c'est déjà le cas, l'IA aujourd'hui, elle va être très performante pour générer du code, y compris du code malveillant. Et donc, quand je peux générer du code malveillant, même si je ne suis pas un grand hacker, et je multiplie cela, donc on peut voir que les attaques peuvent être multiples. Bon, on sortira des attaques classiques qu'on appelle déni de service ou autres, mais en tout cas, ce qui arrive va être conséquence surtout par, quelque part, la banalisation de l'écriture du code malveillant, et on peut aussi construire des agents qui peuvent construire ça. Effectivement, la surface d'attaque va grandir, il faudrait juste anticiper tout ça et construire des modèles de défense. C'est un jeu, le jeu ne va pas s'arrêter. D'accord, c'est même formalisé en théorie des jeux. C'est un jeu, j'ai un attaquant, j'ai un adversaire, et quand l'attaquant il a en avance, le défenseur essaie d'apprendre, et c'est comme ça qu'on construit des protocoles de protection. Et c'est comme ça que c'est fait depuis des années, y compris chez Orange.
Lise Briouet, un ingénieur en IA qui sort de Polytechnique, il va recevoir des offres de grandes entreprises californiennes à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels, de milliers de dollars. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre de venir chez vous et de rester en France ? Bon, déjà, peut-être que potentiellement, il aura appris en partie chez nous, puisqu'on a plus d'une centaine de doctorants en permanence dans nos rangs chez Orange. C'est encore un point de force, je pense, un certain nombre d'industriels en Europe d'accorder une grande place au doctorat en entreprise et une grande place dans cet apprentissage. Et puis d'être chez un opérateur industriel qui travaille à l'échelle. Si on exclut les opérateurs chinois, aujourd'hui, Orange, c'est 300 millions de clients dans le monde. Je pense que nous sommes à l'échelle. Nous sommes à l'échelle avec des défis, encore une fois, qui combinent tout un tas de technologies. Aujourd'hui, on a parlé de l'IA, on a parlé de la cyber, on pourrait parler du quantique. La chance, en fait, de travailler dans ce type de grandes entreprises, c'est qu'on a des cas d'usage, des cas techniques qui sont éminemment complexes, qu'on ne retrouve pas forcément chez un acteur qui va avoir un espace de travail scientifique et technique beaucoup plus resserré. Et on est aussi à un point d'inflexion de nos réseaux. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le fait qu'on soit à ce point investi en matière d'IA ou de cyber, c'est aussi parce qu'on est dans une mue profonde de nos réseaux, qui, même s'ils reposent toujours sur une vraie réalité matérielle, comme ça a été dit par Boris en introduction, ça n'est pas évanescent, tout ça. Il y a une vraie matérialité au réseau télécom. Par contre, ce sont des réseaux de plus en plus informatiques, programmables, etc. Et donc ça, c'est quand même vraiment passionnant et je pense hautement employable, en tout cas dans une logique de carrière. Après, encore une fois, ce qui est riche dans la recherche, c'est d'avoir des profils multidisciplinaires qui font aussi des parcours. Donc je pense qu'on a de nombreux atouts pour attirer des talents. On vient de nouveau d'ailleurs d'avoir un de nos jeunes doctorants qui a reçu le prix Gilles Kahn, mais encore une fois, pas forcément d'opposition, parce que l'enjeu en recherche, puisque c'est de la recherche dont il s'agit aujourd'hui, c'est aussi de créer des ponts entre les différentes entreprises, entre le privé et le public, et donc d'arriver aussi à matiner des expertises qui sont d'excellent niveau. Donc, il ne faut pas non plus trop enfermer les choses. On a beaucoup d'intérêt aussi à organiser des parcours de recherche qui se nourrissent et qui, du coup, vont être de vrais points de force pour les enjeux que vous avez cités, de souveraineté, de durabilité et de leadership technologique aussi. Merci, je vous propose qu'on passe aux questions du public, car il doit y en avoir. Déjà, on va applaudir nos invités pour la qualité de leurs interventions. Allez, on va prendre les questions. Vous levez la main. Oui, ici, on vous amène tout de suite un micro, madame. Et on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé en fait de l'IA côté software. Vous avez, madame, évoqué un petit peu le quantique. Dans l'aspect souveraineté, il y a tout l'aspect hardware, donc notamment l'infrastructure télécom. On a encore Nokia, fort heureusement, en Europe, mais on a aussi, dans la chaîne de valeur européenne, il y a des trous, en fait. Il y a le CHIPS Act, il y a l'Euro Act, il y a tout ça. Mais on a des forces comme le quantique en France. Mais comment est-ce que, je ne sais pas, un horizon de 10 ans, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment avoir une souveraineté européenne sur toute la chaîne de valeur depuis la puce, justement, jusqu'au cloud? Voilà. Est-ce qu'on peut produire des processeurs un jour ? Bon, ça, c'est quand même une sacrée question. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Par contre, on a un très, très bel écosystème industriel et de recherche sur ces sujets. La France, quand même, en quantique, tient extrêmement bien la barre à l'échelle mondiale. On a quand même des entreprises qui sont des pépites. D'ailleurs, c'est aussi ça, la force de l'écosystème de recherche en France, de pouvoir mixer des excellences, des écoles de niveau incroyable, des grands industriels, mais aussi des startups. On a quand même des startups comme en quantique, il y en a au moins 6 qui sont excessivement fortes. Ça nous met vraiment en tête en matière de compétition.
On a quand même aussi, sur la question énergétique, le CEA. Sur la puce, on a ST. Enfin, on a quand même un écosystème industriel de premier plan. Je pense qu'on est bien armé, en tout cas, pour avoir des travaux de recherche extrêmement sérieux et de bonne qualité. Est-ce que ça nous rendra totalement autonomes? Est-ce que c'est souhaitable de devoir être totalement autonome? Je reviens sur la question de la standardisation, l'interopérabilité. Bon, voilà. À part les temps qui courent. Oui, c'est pour ça qu'il faut parler d'autonomie stratégique, maîtriser, on va dire, des métaux rares jusqu'au cloud. Je pense qu'on peut raisonnablement répondre qu'on ne peut pas le faire, surtout. Par contre, être autonome stratégiquement, de fait juste parce que la ressource que l'on a, est-ce qu'aujourd'hui, ça repose sur des métaux rares qu'on n'a pas dans nos territoires. Donc il faut savoir s'allier pour maîtriser. Donc c'est pour ça que la notion d'autonomie stratégique, elle est importante. Il faut la comprendre dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, il faut se rendre compte aussi que, sans aller vers le quantique, quand on parle d'IA, en réalité, ceux qui font la plus-value, c'est les vendeurs des pelles. Quand il y a eu la conquête de l'Ouest, ceux qui se sont enrichis, c'est ceux qui vendaient les pelles. Aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent, c'est Nvidia. C'est la grande entreprise qui construit ce qu'on appelle les processeurs graphiques et qui est dans un phénomène qui est assez intéressant, qui investissent dans des entreprises qui leur rachètent leur calculateur, en réalité. Donc, il faut aussi bien regarder ce qui se fait à l'intérieur. Donc, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir pousser un autre acteur qu'NVIDIA dans le sol européen? La réponse est oui, et on en a les capacités. Par contre, il faut un investissement orienté et stratégique. Monsieur, votre question. Oui, merci. Moi, maintenant, je suis juriste. Avant, j'étais militaire. Du coup, le patriotisme, je connais un petit peu. Et ma question, elle est du coup plutôt juridique. Genre, comment on peut parler la souveraineté, vous en avez parlé aujourd'hui, alors qu'en fait, très clairement, ça sera un peu dur ce que je veux dire, mais comme vous savez, toutes les données vont être traitées par des hardware, des entreprises plutôt américaines, qui, eux, ont un système extraterritorial, comme le Cloud Act, qui fait que dès que nos données sont gérées par eux, ils ont un droit de regard. Et ça se décline sur le médical et sur plein d'enjeux éthiques. Merci. Bonne chance. On en revient à la question de la régulation finalement et des normes. Madame Latif. Oui, alors je sors de ce que je maîtrise, de ce que je connais. Je suis chercheur au service de la recherche, au service du pays. Donc c'est mon rôle. Je fais de la recherche dans le domaine. Je suis vice-président de l'institut qui agrège des écoles et on essaie d'amplifier la recherche là-dedans. Donc je sors un peu de mon cadre. Cela étant, on a effectivement, il y avait les lois d'extraterritorialité, le Cloud Act. Je pense que vous faites allusion à ça. Il y a une prise de conscience, en tout cas. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ce volet-là, et c'est un élément, on va dire, des tensions géostratégiques entre des deux côtés de l'Atlantique, on va dire. Cela étant, l'État a fait des choses, et je ne sais pas si Orange pourra commenter là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le SecNum Cloud, d'accord, on a un moment parlé du cloud de confiance. Mais en tout cas, le sujet est sur la table. Il y a une prise de conscience sur ces questions-là. Bon, voilà. Maintenant, il faut bien se rendre à l'évidence, et c'est une parenthèse, quand on entraîne les grands modèles d'IA, elles sont entraînées sur tout ce qui existe comme données sur Internet, et tout le monde fait la même chose aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, si on veut avoir des usages traçables en entreprise sur des domaines critiques, ce n'est pas ce modèle-là qu'il va falloir suivre. Vous parlez d'un pillage généralisé, c'est ça ? Non, pas généralisé. L'IA génératif, aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes données que tout le monde. Ah oui, je parlais de pillage. Ah oui, de pillage, oui, pardon. Oui, pillage généralisé, oui, oui. c'est vraiment le cas. Dans un flou juridique. Alors d'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes co-auteur de l'ouvrage « Les relations internationales à l'ère de la mise en données du monde » aux éditions Cavalier Bleu. On va voir le livre qui s'affiche derrière vous. Donc vous avez quand même 2-3 choses à dire sur les relations internationales. La géopolitique de l'IA. Oui. On a travaillé avec des spécialistes de la géopolitique, un collègue de professeur de l'école normale. C'est pas celui-là. Et donc c'est le moment publicitaire. Oui, alors parlez-nous du temps qui s'est détraqué. Vous êtes décidément un homme de multiples talents. On va parler climat. Avec oui, d'accord, bon, parlons climat. Pardon pour cette petite boulette, ça réapparaîtra. Les responsables seront châtiés, c'est-à-dire moi-même. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités qu'on peut applaudir avec chaleur. Merci.
On va partir dans les étoiles à présent, l'univers violent à la chasse aux particules cosmiques avec Kumiko Kotera dans quelques instants. À tout de suite.